Bonsoir à toutes et tous. On est très heureux de vous accueillir à Chaillot pour cette deuxième Chaillot rencontre. Et on a choisi, après danse et activisme, la thématique de danse et intersectionnalité parce que on assiste à une évolution importante sur l'imprégnation de ces luttes, de ces combats qu'on appelle les luttes intersectionnelles, les combats féministes, les combats queer, les combats des minorités, les combats post-coloniaux, qui nourrissent fortement la création, qui créent de nouveaux imaginaires, qui créent des formes artistiques très marquées, très frappantes, et ça nous semblait intéressant d'avoir un débat avec des artistes, avec des experts, en partenariat avec la revue La Déferlante, et je vais d'emblée passer la parole à Christelle Murali pour qu'elle puisse introduire cette table ronde. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Ah, ça fonctionne pas. Vous m'entendez? Ok, je vais parler un petit peu plus fort. Alors bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième édition de Chaillot Rencontre, donc organisée en partenariat avec La Déferlante qui est la revue des révolutions féministes. Donc dans La Déferlante, qui est une revue, une newsletter, mais aussi une maison d'édition, on analyse la société au prisme de questions de genre. La société, mais aussi l'art, la création et la danse. Et par ailleurs, la danse, c'est un dossier qu'on a publié dans La Déferlante en juin dernier et vous pourrez trouver les numéros dans la librairie. Donc moi, pour me présenter, je suis Christelle Murula, journaliste indépendante et membre du comité éditorial de La Déferlante. Et avant de commencer, je vais quand même commencer par présenter nos invités. Donc Lassendra Ninja, on va se tutoyer, tu es danseuse, chorégraphe et tu es une figure majeure du voguing en France, mais aussi à l'étranger. Tu es considérée comme la pionnière de la ballroom en France, en Europe, et tu as débuté ta carrière à New York pour ensuite revenir en France et fonder l'extension française de la House of Ninja, donc une maison qui est connue pour son ouverture multiraciale et ses influences issues des arts martiaux. Et d'ailleurs, on en parlera plus amplement durant la conversation. Donc maintenant, je me tourne vers Hélène. Donc Hélène, tu es professeure en art au département d'études de genre à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Tu es chorégraphe de danse contemporaine, mais tu es aussi spécialiste de danse et des études de genre, puisque tu as mené plusieurs études en lien avec les deux sujets. Et tu as publié d'ailleurs un ouvrage, Non, la danse n'est pas un truc de fille, essai sur le genre en danse aux éditions de La Tribu en 2016. Maintenant, Martine Bock, mais je vais t'appeler Tine durant cette conversation. Tu es danseuse professionnelle et tu es aussi réalisatrice. Tu es connue pour avoir propulsé le walking, donc une danse dont on montrera des images tout à l'heure. En 2021, tu as réalisé ton premier documentaire 140 BPM qui raconte la trajectoire de 5 femmes artistes, chorégraphes, danseuses et interprètes qui sont devenues mères. Et actuellement, tu es chorégraphe de ta propre compagnie. Et enfin, Wagner Schwartz, tu es danseur et chorégraphe d'origine brésilienne. Tu es arrivé en France en 2017 pour fuir le régime de Bolsonaro. Tu as évolué dans plusieurs groupes de recherche et d'expérimentation chorégraphique en Europe, mais aussi en Amérique latine. Et tu es également auteur d'un roman, Jamais ensemble, mais en même temps, publié en 2018. Et donc pour commencer, on va entrer dans le vif du sujet et peut-être définir le type de danse dans lequel vous excellez, vous toutes. Alors, Lassendra, donc tu es considérée comme une experte du voguing, une danse connue pour inclure les personnes racisées, les personnes trans, en fait les personnes considérées comme étant à la marge. Peut-être que pas tout le monde dans la salle ne sait ce qu'est le voguing, donc je vous propose de regarder une vidéo de Lassendra qui danse pour que vous puissiez vous faire une idée. Thank you. La creación de mada, 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 la siega, mada, 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 drama. You know what? You know what? Take me back, take me back. Give me a drama, drama, drama. Drama,
La selva ninja, yes. La selva ninja. La selva dramatique. Drama, big and drama, big. Drama, drama. No shade. Bon, je pense qu'on peut applaudir quand même. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ta définition du voguing? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tout d'abord, bonsoir. Alors, le voguing, qu'est-ce que ça représente pour moi? Plein de choses. Déjà, liberté pour moi, ce qui ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, liberté de mouvement, liberté d'expression aussi, et créativité, liberté créative, puisque bon, je viens d'un parcours quand même académique au départ. Donc, puisque je suis plutôt classique, Horton, Gram, jazz. Donc, j'ai un cursus voilà, plutôt là. Et justement, la différence que je fais avec la danse dite académique, c'est que je ne suis pas dans une approche d'exécution du mouvement, mais plutôt une approche de création du mouvement avec de la technique. C'est pour ça que ça m'a tout de suite intéressé quand on parle justement de Vogue Femme, puisque voguing a quand même 3 styles différents. Mais ce que je fais, c'est Vogue Femme, voilà. Et à qui s'adresse le voguing, selon toi? À qui s'adresse le voguing? Alors, si nous étions exclusifs, puisque on ne l'est pas, c'est une culture noire et en général, souvent, les cultures noires sont assez inclusives. Mais si nous étions exclusifs, ça, surtout Vogue Femme, ne serait que pour les transgenres, les femmes transgenres. Très bien. Alors, on va continuer le tour de table. Donc, Tine, toi, tu fais du walking. Walking ou walking? Walking, bah, très bien. Avant peut-être d'en expliquer les origines, je vous propose là aussi de regarder une vidéo de Tine qui danse du walking. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les origines du walking? Alors le walking, c'est... On m'entend? Oui. Le walking, c'est une danse aussi issue de la culture gay. Donc c'est les Afro-Latinx gays des États-Unis, à Los Angeles, qui ont créé cette danse dans les années fin 60, début 70. À la base, c'est une danse où... à la base, c'est plutôt un lieu qui a été créé pour pouvoir s'exprimer, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'homophobie et de racisme pour aller en club, ne serait-ce que ça. Donc on n'avait pas d'espace, on se faisait jeter des boîtes blanches, et donc on a créé nos propres espaces dans les clubs disco-funk. Et c'est un mélange de plusieurs styles qui s'est présenté dans le walking. Il y a eu la culture funk style, mais il y a aussi les inspirations des films des années 60, un peu à la Greta Garbo, Audrey Hepburn. Donc à la base, on avait beaucoup de drama, ce qu'on appelait le punking à l'époque. Et donc c'était beaucoup des jeux de rôle où on imitait les grandes artistes et actrices de l'époque, que ce soit des divas ou des actrices des années 60, un peu très, très divas, très, très dramatiques. Donc il y a plusieurs influences, mais ça part de la même racine que le voguing. C'est des personnes gays, enfin, les voguing, c'est les femmes queens. Là, le walking, c'est des hommes noirs et latinx gays, mais on a toujours cette même idée politique de s'exprimer et de se libérer. Voilà. Et s'exprimer de quelle manière? Alors, le walking, maintenant, aujourd'hui, c'est ouvert à tous, on va dire, si on peut dire comme ça. C'est que maintenant, il n'y a pas vraiment de code. Avant, le walking, ça se dansait sur de la disco-funk. Aujourd'hui, le walking se danse sur tous les styles. Et ça encourage vraiment chacun à trouver son style. Moi, je ne viens pas forcément de cette culture. À la base, j'ai fait de la culture hip-hop.
j'ai appris à danser du hip-hop, et puis après j'ai fait du popping, et ensuite j'ai rencontré le walking pour cette idée de libération et vraiment de développement de soi. Et justement, ce que j'aimais dans cette danse, c'est se dire, n'importe qui peut exprimer sa patte en termes de mouvement et être walking. Maintenant, il y a toujours des jeux de bras qu'on retrouve, des jeux de bras comme vous avez vu là, vous avez le groove, vous avez des soul steps, vous avez la dimension punking, la dimension drama, qui est, on va dire, entre guillemets obligatoire, mais c'est surtout viens comme tu es. Voilà. Super. Et maintenant, je me tourne vers toi, Wagner. Donc, tu es chorégraphe et danseur contemporain. Donc, en 2017, tu as quitté le Brésil en raison d'une performance pendant laquelle tu exposais ton corps nu et durant laquelle un enfant s'est approché de toi. Pour cette raison, tu as été accusé par l'extrême droite d'être un pédocriminel. Donc, pour nous, il est quand même important de remettre le contexte autour de ce genre d'accusation. Est-ce que tu peux revenir sur cet épisode? Quel était le sens de cette performance, le sens artistique de cette performance? Bonjour à tous, à toutes. 2017, c'était un moment de rupture un peu avec mes allers-retours au Brésil, parce que je vivais ici déjà, en France, à Paris, et j'ai même travaillé beaucoup avec Rachid Ramdan. C'était mon la première fois que j'étais en France, c'était pour travailler avec lui dans deux spectacles qu'on a fait. Et la performance qui, en fait, m'a fait d'une manière dramatiquement, en disant sortir du Brésil, c'était ça se basait dans une structure créée par une artiste de 1960 qui s'appelle Lija Clark. Elle a créé des sculptures des métals qui on pourrait le plier et déplier comme en origami. Et aujourd'hui, ces sculptures, elles sont enfermées dans des cubes transparents, dans des galeries et des musées. C'est-à-dire qu'elles ont perdu l'artistique qu'il a dans ces sculptures, parce qu'elles étaient créées pour être performatives plutôt qu'un objet d'observation. Et le moment que j'ai vu dans une galerie cette sculpture fermée, je me suis dit que je voulais me mettre à sa place. Alors, dans les musées, dans les galeries, dans les théâtres même, j'offre mon corps nu pour que les gens, pour que le public puissent le plier et le déplier, comme on faisait avant avec les sculptures de Lija Clark. Et cette soirée, c'était dans le musée d'art moderne de São Paulo. Il y avait une femme et sa fille de 4 ans qui a rentré et qui a touché mon pied et qui est partie en fait, mais il y avait un journaliste dans le public qui a enregistré une vidéo de ce moment-là et elle a mis cette vidéo sur sa compte Instagram. Et à cette époque-là, c'était une époque des disputes politiques dures entre la gauche et l'extrême droite au Brésil. Et celui qui travaille pour Bolsonaro a trouvé la vidéo. Il l'a fait viraliser sur sa compte Facebook. Et c'est pour ça que ma vie était en danger. D'accord. Donc c'est après ça que vous avez fui le Brésil pour vous installer ici. J'ai habité déjà ici, oui, en fait. Mais c'est vrai qu'après 2017, ma vie a complètement changé.
Une vie où le Brésil, je peux dire que maintenant, c'est ici que je vis. Avant, je disais que j'habitais à São Paulo et à Paris. Aujourd'hui, c'est Paris. Et est-ce que cet épisode a changé votre manière peut-être de travailler vos chorégraphies et vos performances? Ça a changé beaucoup parce qu'aujourd'hui, par exemple, les institutions d'art au Brésil qui m'invitaient beaucoup pour présenter mon travail là-bas, elles ne m'invitent plus. C'est ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est que les institutions progressistes, elles ont aussi cru à ce que l'extrême droite partageait dans les réseaux. C'est-à-dire que nous sommes vraiment en danger, pas que moi, mais tous ceux qui proposent des performances, des objets d'art qui vont contre la morale qui est adaptée comment on dit, à tous les conservateurs. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi pour eux de programmer. Alors ça a changé. Et ce qui a changé aussi dans ma vie, c'est que moi, je suis devenu un écrivain après tout ça. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait un cours de lettres à la fac, j'ai étudié beaucoup de la littérature brésilienne, et j'ai écrit depuis toujours, mais je n'avais jamais publié. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus proche du milieu littéraire que du milieu de la danse. D'accord, merci d'avoir précisé tout ça. Donc maintenant, pour entrer dans le vif du sujet sur la danse comme moyen d'expression politique, Tine, dans une interview accordée en 2021 à un média vidéo, vous avez dit « La danse, c'est exprimer un langage qu'on ne peut pas dire avec les mots ». Concrètement, vous, qu'est-ce que vous avez envie de raconter à travers la danse et comment est-ce que vous montrez les récits d'oppression systémique à travers la danse? On va dire que la danse, elle évolue beaucoup avec mon cheminement personnel. Donc déjà, je ne me souvenais même pas que j'avais dit ça en 2021. J'ai bien travaillé. Aujourd'hui, je revendique pas vraiment avec les mots, c'est vrai. On va dire que je fais mes actions et ensuite ça parle de soi, en fait. J'incarne plutôt le message, plutôt que chercher en fait à parler à travers mon mouvement. Donc déjà, je suis une femme noire vivant en France, ça raconte déjà une histoire. Et j'ai décidé de danser le walking, qui est déjà une danse politisée. Et en soi, dans ma création, je ne cherche pas forcément on va dire que c'est une dénonciation subtile. Je ne cherche pas forcément à porter la voix plus fort. J'ai envie que tout le monde se reconnaisse. J'ai envie de raconter une histoire un peu universelle. Donc peut-être que mon discours a changé par rapport à ce que j'ai dit il y a 3 ans, je ne m'en souviens pas. Mais aujourd'hui, j'ai un cheminement un peu plus invisible. Je m'intéresse beaucoup plus à la couleur de l'âme et me dire, OK, qu'est-ce que ça raconte en fait d'être une femme noire vivant en région parisienne, quel trauma ça raconte et comment m'en défaire. Et à partir de là, dans ce processus en fait de guérison, ça va toucher plus ou moins des personnes. Et peut-être que ce sera politisé, ou peut-être que ce sera de la dénonciation pour d'autres. Mais moi, personnellement, j'en fais pas forcément quelque chose de politique. Je raconte juste mon histoire et j'essaye de me défaire de tous ces traumas, que ce soit forcément des comportements épigénétiques que je peux avoir, ou que ce soit forcément que ce soit des injonctions que je subis. Je parle plutôt de l'étape de guérison et de comment je m'en défais pour raconter mon histoire. Je pars de là. Je ne sais pas si ça a du sens. Ah, si. Okay. La Senra, est-ce que c'est aussi pour toi le voguing a moyen de guérir de tout ce que tu peux subir dans cette société? Le voguing a moyen de guérir? Non, je ne pense pas. Puisque je pense plutôt que c'est plutôt un moyen déjà d'acceptance, de s'accepter soi-même déjà.
Et ensuite, la guérison, c'est autre chose. Je pense que c'est un autre chemin que chacun prend, puisqu'on n'est pas tous malades de la même maladie. Hein. Donc, chacun prend son chemin de guérison, ou pas. Mais c'est surtout plutôt une espèce de, pour moi, d'émancipation qu'on peut trouver, et une espèce de soulagement plutôt, qu'on peut trouver dans cette société où on est quand même opprimé dans plusieurs choses. Donc là, je pense que c'est plutôt une soupape plutôt, qui permet justement la créativité dans d'autres domaines. Wagner, est-ce que toi, dans ta carrière, dans les chorégraphies que tu as pu mener, les spectacles et performances que tu as pu donner, est-ce que toi aussi, tu t'es senti un jour de raconter des oppressions systémiques? Parce que je pense par exemple au spectacle que tu as fait avec la performeuse Renata Carvalho, qui est une femme trans du coup. Est-ce que via ce spectacle par exemple, vous avez essayé de montrer la transphobie systémique par exemple, ou pas du tout? On avait envie de faire un spectacle en fait et d'échanger la perspective de ceux qui attendaient beaucoup de nous, en fait. Et ce n'était pas que l'extrême droite qui attendait beaucoup de nous, c'était aussi nos amis qui attendaient un spectacle où la rage, la vengeance, elle est visible, elle est palpable. Et nous avons décidé de rencontrer l'histoire de Mona Lisa, par exemple, dans ce spectacle, parce que c'est vrai que nous étions 4 artistes attaqués et détruits par... nous étions vraiment en détresse. On sentait la douleur de l'autre. Mais ce n'était pas un spectacle pour guérir quelque chose. C'était un spectacle, peut-être aussi pour se moquer de tout ce qui s'est passé, pour trouver de l'humour où il n'existe pas, pour travailler ce qui était important pour nous en tant qu'artistes, et pas pour revenir sur des sujets qui étaient importants pour des conservateurs et pas pour nous. Hélène, toi, tu as étudié beaucoup de mouvements de danse. Est-ce que dans des danses un peu plus classiques, voire des danses aussi marginales, mais très ancrées dans le temps, tu as pu voir aussi des moyens de lutter contre des oppressions? Parce que tout à l'heure, par exemple, dans les coulisses, on parlait de cette danse créée par des esclaves en Virginie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je pense que la danse, elle a toujours eu cette portée, mais qui n'est pas nécessairement là. C'est-à-dire qu'on ne danse pas nécessairement pour dire quelque chose. Il y a plein, et c'est ce que vous avez dit, il y a plein de façons de l'apprendre. Et puis, on n'est pas obligé de faire toujours la même chose non plus. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose qui a un message à un moment, et puis à un autre, juste se faire plaisir. Et je pense que c'est déjà quelque chose qui construit. Parce que c'est aussi construire quelque chose, de danser. Et effectivement, il y a des danses très politiques. Je pensais sur la question de l'intersectionnalité à tout le mouvement aux États-Unis dans les années 20 et 30, où il y a vraiment eu des mouvements politiques très forts, et notamment, je pense à une chorégraphie qui avait été faite par Edith Segal et Alison Burroughs en 1928. Donc 1928, vous voyez, on est loin des droits civiques. Hein. L'une est juive et blanche, l'autre est noire. Ce sont 2 femmes qui vont faire une chorégraphie pour inciter les travailleurs, donc les hommes, à se révolter. Et donc, non seulement il y a une solidarité interraciale, mais il y a aussi une solidarité entre femmes, et elles investissent un engagement de classe. Et puis, c'est pas rien non plus que 2 femmes viennent dire aux ouvriers il faut se révolter. Donc, c'est une œuvre politique. Et quand elle est redonnée, par exemple, en 1930, dans un grand meeting, ça se termine avec un bal complètement mixte, interracial, ce qui, à l'époque, était quand même un événement.
dirigé par Duke Ellington, bien entendu. Donc voilà, c'est un exemple de danse engagée. Et déjà à l'époque, les artistes se posaient aussi la question de la tension qui est toujours présente entre, d'une part, un engagement politique, c'est-à-dire, voilà, surtout à l'époque, il y avait des messages très forts à faire passer, et en même temps, un engagement esthétique qui était très fort, où voilà, il ne fallait pas que la partie esthétique soit entièrement soumise au message politique, et en même temps, voilà, et tenir les deux bouts solidement, c'est pas toujours simple, mais je dirais que c'est un peu l'enjeu quand on est danseuse, danseur, chorégraphe, soi-même engagé, et que l'on crée quelque chose, parce que ce qu'on est, on le transforme pas, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est engagé qu'on va nécessairement faire une œuvre avec un message ou une œuvre militante. Par contre, si on est engagé, ben, c'est sûr qu'on va pas véhiculer des choses dont on aurait honte. Enfin, c'est le minimum, quoi. Et d'ailleurs, donc, on a parlé du voguing, on a parlé du walking, mais aussi on peut citer le hip-hop ou d'autres danses qui ont fait en sorte justement de valoriser d'autres corps, de valoriser d'autres histoires. Est-ce que, Hélène, dans des milieux plus académiques, dans les danses académiques, on peut trouver une forme de résistance aussi par la danse? Oui, je pense qu'on peut le trouver ailleurs. Alors après, ça dépend toujours du contexte. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes maître ou maîtresse de ballet et chorégraphe dans une grosse institution, bah, vous ne faites pas toujours tout ce que vous voulez. C'est beaucoup plus facile quand on est seul ou quand on est à la marge. On est plus libre quelque part. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des engagements qui peuvent se faire. Alors après, il faut trouver... Et je pense que ce n'est pas une question d'esthétique. Après, l'esthétique, c'est des choix personnels. On va préférer plutôt faire ce type de danse, on aime ce type de musique. C'est vraiment des questions après de choix personnels et aussi de ne pas rester enfermé, de pouvoir rentrer, sortir et de se donner aussi cette liberté. Mais là aussi, encore faut-il pouvoir se la donner. C'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens. On sait bien que quand on danse, il faut avoir des lieux, il faut rencontrer un public à minima, et ce n'est pas toujours évident non plus. Donc c'est toujours des négociations. Comme tu l'as dit, là, le Brésil, c'est fermé, donc c'est plus possible d'aller vers ce public-là. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut parler de chorégraphie engagée? En fait, c'était une question. Ces mots engagés, qu'est-ce que c'est ça? Tine, ouais. Est-ce qu'on peut parler de chorégraphie engagée? Moi, je rejoins un peu ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément l'œuvre qui va être engagée, parce que c'est aussi en fonction du regard du public aussi. Les personnes peuvent être engagées de par ce qu'elles représentent, de par où elles sont situées dans la vie, ton environnement. Des fois, tu es là et tu n'es pas forcément engagé, mais tu te déplaces un petit peu et tu vas être engagé. Donc, en vrai, ça veut tout et rien dire. Et aujourd'hui, je ne pense pas forcément que le but est de faire une œuvre engagée. On parle forcément de soi, on parle de son histoire, on a envie de bouger les choses, mais c'est pas forcément... on n'a pas forcément besoin de mettre le mot engagé pour se faire entendre. Et parce que aussi, après, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre le mot engagé, mais la personne en face, elle va voir ce qu'elle a envie de voir. Donc, je sais pas. Moi, personnellement, je crée pas des œuvres engagées. Voilà. La Sandra? Engagé, alors... oui, non, alors... c'est plutôt... Comme on dit, moi je pense que c'est plutôt le contexte qui va différer. Si vous êtes dans un contexte politique, comme tu l'as dit tout à l'heure, où avant la ségrégation, une noire et une blanche qui se mettent ensemble, c'est voilà. Déjà là, ça va être engagé parce que contextuellement, politiquement parlant, ça ne se fait pas. Donc du coup là, vous êtes engagé. Mais par exemple, si on prend chorégraphie, on parle de chorégraphie, on peut aussi parler par exemple de la ballroom. De la ballroom, tout le monde ne rentre pas dans la ballroom, tout le monde n'est pas forcément politique dans la ballroom. On peut pas avoir 15 ans et être politique dans la ballroom. Non, voilà, en général vous le devenez, mais la ballroom, elle, oui, elle est politique puisqu'elle se trouve dans un espace. Alors c'est un espace noir avant tout, dans un espace qui n'est pas
noir autour, et qui n'est pas fait justement pour ça, et qui entre guillemets, qui répond à des oppressions. Voilà. Mais les gens qui sont dedans ne sont pas forcément politiques. Et ils viennent juste là pour diverses raisons. Mais je ne pense pas que ce soit le mot politique vient immédiatement sur la personne. Je pense qu'il est plutôt à mettre en contexte politique et ensuite sur le vécu de la personne, puisque même dans un contexte politique, on peut toujours faire une chorégraphie qui suit le mouvement politique et aussi la science du moment. Mais je pense plutôt que c'est plutôt quelque chose de contextuel. Très bien. Oui, vas-y. Le jour que j'ai présenté la performance La Bête dans le musée, il y avait des journalistes qui m'ont demandé s'ils pourraient me suivre après la performance, filmer toute la performance et me suivre après dans la loge pour me poser des questions, pour faire une interview. Je dis oui. Ils ont rentré, j'étais un peu à poil, complètement à poil, et il y avait déjà un microphone dans mon visage. Et ils m'ont demandé, est-ce que vous croyez que votre performance peut changer la société? Mais j'ai rigolé, j'ai un sourire très nerveux en disant, il y a 100 personnes dans le musée, vous appelez ça des sociétés, ce qui est là-dedans? C'est les gens qui sont là-dedans, je ne sais pas, j'ai fait une performance pour ces gens-là, et après, s'ils pensent que c'est une bonne performance, ils vont parler entre eux, ou ils vont parler de cette performance dans une bar, et après, basta, c'est fini. La question, c'était que 2 jours après la performance, tout le Brésil parlait de cette performance parce qu'elle était retirée de son contexte. Est-ce qu'on parle vraiment des contextes? La performance que j'ai faite, c'était jamais engagé, mais c'était une performance qui, après, j'ai vu qu'une fois qu'elle est dehors l'espace performatif, elle peut créer beaucoup des émotions qui se contradisent en disant. Et là, je ne sais pas si ça s'est engagé, mais c'est un mouvement vers quelque chose qui était présenté. D'accord. Hélène, toi qui as étudié les dynamiques de genre dans la création chorégraphique, est-ce que j'ai 2 questions là qui me viennent en tête. Est-ce que tu peux déjà nous dire comment est-ce que ça se déploie? Est-ce qu'il y a des dynamiques de genre qui se déploient et comment ça se fait dans la création? Et aussi, est-ce qu'il y a eu un changement depuis quelques années, notamment depuis MeToo? Alors, c'est vaste. Oui, les dynamiques de genre, elles sont forcément là. Parce que si on n'y met pas un peu de conscience, on reproduit la socialisation qu'on a eue. Et je dirais la première dynamique de genre, c'est le rapport à l'espace. Le rapport à l'espace, on voit dans beaucoup de danses, les femmes sautent moins. C'est pas qu'elles ne sont pas capables de sauter, c'est qu'elles ne sont pas socialisées. Et donc, les chorégraphes ne leur donnent pas beaucoup de sauts. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un marqueur. L'occupation de l'espace, la place qui prend l'initiative et qui est en réaction. Enfin, il y a des petits marqueurs quand on analyse une chorégraphie qu'on repère. Le temps consacré à chaque personne, enfin, il y a plein de choses. Jusqu'au salut de fin de spectacle, qui prend la main à qui. Ça, c'est aussi un grand marqueur. Moi, je regarde beaucoup ça. Alors, les danseuses et les danseurs sont assez... je dirais, acculturées, c'est-à-dire qu'on voit les femmes qui prennent les mains, ce qui dans la vie courante est beaucoup plus rare. En général, elles donnent la main, parce qu'on est socialisé comme ça. Donc il y a beaucoup de marqueurs qui sont dans la chorégraphie. Et je dirais que, par exemple, une démarche, alors je ne dirais pas engagée, mais simplement politique, quand on fait une chorégraphie, c'est de regarder ça.
qu'est-ce que je demande, comment je considère les danseuses et les danseurs, qu'est-ce que je leur fais faire, et est-ce que j'ai pas quelques petits biais sexistes qui traîneraient ici ou là, parce que tout le monde en a, hein, moi aussi, donc il faut bien vérifier ça. Donc voilà, c'est vraiment des fois des choses très simples dont il faut prendre conscience. Et puis par rapport à la deuxième question, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis MeToo? Oui, je crois. Je crois parce que on a changé. Avant, les questions de genre, elles étaient surtout abordées du côté de la représentation, du côté beaucoup des apparences et de la sexualité, alors que sur scène, on a vu apparaître une multitude de sujets, que ce soit les violences, les inégalités, les constructions, les stéréotypes, alors avec toutes sortes de spectacles, hein, certains qui étaient plus ou moins réussis, d'autres très réussis, d'autres complètement ratés, mais peu importe, il y avait beaucoup de choses. Et puis aussi que c'est sorti de scène, alors que ça, c'était très peu présent. C'est-à-dire qu'on a vu le monde de la danse se mobiliser pour les inégalités. Ce débat en est aussi la preuve. Se mobiliser sur les violences. L'Association nationale des centres chorégraphiques a fait une charte, a mis en place tout un tas de résolutions, de mesures, de procédures d'évaluation face à ces questions. Donc je dirais que oui, là ça a changé. Et c'est vrai que c'est génial quand même, ça fait plaisir. Donc là, on parle de danse plus académique, mais est-ce que vous avez la sensation, vous tous, qu'il y a des dynamiques de genre ou alors une représentation très genrée dans les chorégraphies, dans les danses considérées comme plus marginales, entre guillemets? Merci. Si on parle de la culture hip-hop, c'est encore on est encore dedans. Alors, ça se mobilise, ça suit exactement toute cette dynamique que créent aussi les danses académiques. Et, plus de femmes prennent leur place. Et je dirais même que dans les institutions, en tout cas pour la culture hip-hop, les personnes qui arrivent à rentrer dans les institutions sont les femmes. Il y a une sorte de... Je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Si on peut faire des statistiques pour vraiment vérifier ce que je dis, mais je pense que ce que je vois beaucoup plus de femmes rentrer dans les institutions parce que peut-être qu'elles voient mieux leur place là, ou peut-être qu'elles... Je ne sais pas si c'est une question de sécurité ou d'être plus... Enfin, je ne sais pas, il faudrait étudier la question, c'est un autre débat. Mais en tout cas, oui, la place du genre est très très importante, en tout cas dans la culture hip-hop. Ne serait-ce que dans la configuration battle, qui organise le battle, qui est le DJ du battle, qui donne les règles, comment en fait on analyse la danse aussi. Est-ce que s'il y a plus d'hommes qui jugent le battle, du coup comment en fait la danse va ressortir, comment le mouvement va être apprécié, est-ce que les énergies féminines vont être plus ou moins du coup marginalisées. Donc c'est des petites questions qui se posent et on est en plein dedans, on est en train de trouver des réponses, mais on subit aussi. Donc voilà, on est dedans. On essaye de trouver des solutions. Et dans le walking, plus précisément? En walking, c'est différent. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, le but, c'est plus de redonner la place aux personnes gays, racisées, parce que c'est leur danse à la base. La danse walking, c'est beaucoup féminisé. Elle s'est beaucoup aussi blanchisée. Donc, il y a beaucoup de personnes de l'Est, en Russie, qui font du walking. Enfin, ça a beaucoup voyagé. C'est parti aux États-Unis, puis ensuite en Asie, puis ensuite en Europe. Et donc, tout ce mix de culture a fait un langage différent du walking, qui aujourd'hui a un bon monopole féminin et un bon monopole blanc. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de récupérer un peu l'origine de cette danse, qui à la base était créée par des hommes gays, noirs et latinos. Donc, même si on n'est pas dans le même contexte en France, aujourd'hui, on essaye de retendre vers ça. Donc, c'est un autre, encore un... Là, on inverse le game, mais il y a toujours des inégalités et il y a toujours du travail à faire. Sandra? Alors, pour nous, c'est un peu plus différent, puisque la ballroom, elle est binaire. Donc, voilà. Et il y a toujours cette histoire de performer un genre. On peut être ce qu'on veut, mais on performe toujours un genre. Voilà, donc mais ce qu'elle a, la ballroom, comparée aux autres, c'est plutôt, c'est-à-dire qu'elle a
quand même, comme il y a une grosse hiérarchisation des choses, mais aussi elle laisse la place quand même à la créativité. Donc du coup, on a aussi, je pense qu'elle aussi, elle évolue avec son environnement. Malheureusement, on a aussi des choses qui sont un peu moins bonnes parce que ça dépendra aussi de la géolocalisation, puisqu'on a la ballroom, au départ, elle est new-yorkaise, donc noire, new-yorkaise et latino, bien sûr. Mais même, j'aime pas ce mot latino, parce que bon, ce sont des gens issus de l'esclavage aussi qui arrivent là-haut. Donc pour moi, pour la plupart, reste des noirs. C'est juste une politique américaine qui change un peu les choses, une politique raciste. Mais de New York, ça se diffuse un peu dans les États-Unis, qui arrive aussi en Europe et qui arrive aussi dans des pays qui ne sont pas justement, qui n'ont pas forcément une démographie noire ou autre, et où on va dire la narration va être parfois un peu changée, où on va donner à une femme, cisgenre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément ce terme, cisgenre, on va leur donner justement l'accès aux choses et on va dire la véracité, alors que d'autres, par exemple des femmes trans, par exemple en Russie, on donnera plus de crédit à une femme cisgenre, mais il y a deux choses dans ça aussi, parce que c'est aussi un moyen parce que la femme cisgenre est aussi un moyen de protection, puisqu'elle protège aussi. La ballroom, du fait comme j'ai dit, le contexte géopolitique aussi important, puisqu'en Russie, tout ce qui est LGBT est condamné et condamnable. Donc du coup, elles servent aussi d'écran, mais en même temps, est-ce que ça sert vraiment à la ballroom? Voilà, puisque ça va être le visage de la ballroom, et ce n'est pas le vrai visage de la ballroom. Ce ne sont pas les créatrices de ce mouvement. Donc du coup, on perd aussi peut-être en authenticité de ce côté-là. Mais en même temps, on a besoin de tout le monde quand on regarde, puisque c'est vrai que sous cette bannière de gay, les gens mettent toujours LGBT, mettent toujours un homme en avant. Mais c'est pas forcément un homme. Voilà, vous avez des hommes et des femmes dans la ballroom, et des femmes de tout type, des femmes transgenres qui sont déjà à l'origine du mouvement, mais aussi des femmes cisgenres qui sont... Et c'est ça aussi, j'ai mis l'accent aussi pour les femmes cisgenres, parce que c'est les tantes, c'est les cousines, c'est les sœurs qui viennent et qui soutiennent au départ. Quand votre famille vous jette, vous avez souvent une tante ou une grand-mère qui vous supporte au départ. C'est très rarement la gente masculine. Wagner, tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon? Moi, en préparant cette discussion, c'est vrai que j'avais une vision assez binaire en me disant que les danses plus académiques, plus classiques, peut-être réfrénaient les corps, et que les danses un peu plus marginales faisaient en sorte d'inclure tous les corps et de pouvoir libérer tous les corps. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, par exemple, dans le ballet, dans la danse classique, tous les corps peuvent être uniformes, c'est-à-dire des corps blancs, minces, grands, etc., valides. Mais vous, Hélène, en discutant ensemble, vous aviez une vision un peu plus nuancée sur la place des corps dans les danses plus classiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, j'ai une vision plus nuancée, parce que je crois que la danse classique, déjà, il faut définir de quoi on parle. C'est une forme de danse, c'est comme le Bharatanatyam, c'est une forme traditionnelle. Le ballet romantique, c'est aussi une forme traditionnelle avec ses codes, où effectivement c'est très normé. Donc, mais ce n'est pas nécessairement les pratiques actuelles. D'ailleurs, on serait bien en peine de définir qu'est-ce qui est classique, contemporain. Voilà. C'est plus là aussi des questions de contexte. Est-ce qu'on travaille avec une grosse compagnie et beaucoup de moyens dans un opéra ou pas? Et je pense que c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas séparer. Alors tout ce qui est marginal, ce serait bien. Tout ce qui serait plus institutionnel, ce serait pas bien. Un petit peu comme moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était un peu la vision qu'on avait. C'était que les classiques, alors parce que nous, on était milieu contemporain, donc les classiques, Bach, le jazz, n'en parlons pas, le reste aussi, mais le contemporain, c'était super bien. Tout le monde était bien, tout le monde était de gauche, tout le monde était engagé. Voilà, sauf que la réalité, en fait, c'est pas tout à fait comme ça, et que de part et d'autre, il y a des gens qui essayent de faire des choses au mieux. Vous avez des gens engagés et puis des gens qui ne le sont pas, des gens qui sont complètement dans la norme.
Voilà, et que du coup, il faut regarder un petit peu derrière comment ça se passe et comment les gens changent les codes. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert, parce qu'on m'avait demandé de travailler sur le néoclassique. Alors, c'est un terme que j'aime pas du tout. D'ailleurs, tout mon travail, c'était de montrer que ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais de regarder ce que faisaient certaines personnes que je ne connaissais pas au début et de me dire, ah ouais, mais en fait, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que là, les codes, ils sont changés. Je vois des gens... et justement, il y a des jeux de genre auxquels je ne m'attendais pas. Alors après, c'était quand même le même vocabulaire. Donc voilà, alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore cette prégnance du ballet en blanc avec cette image, mais je pense qu'il ne faut pas réduire tout ça. Et en plus, ce dont on parlait l'autre fois, c'est que... Alors moi, je travaille beaucoup sur l'histoire, et notamment l'histoire 19e, etc. Et si on considère le ballet académique comme une forme, je dirais, ethnographique de danse, eh ben, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'était la seule forme où les femmes, justement, avaient un certain pouvoir, notamment elles devaient sauter. Parce que tout le temps, on dit les femmes, il ne faut pas qu'elles courent, il ne faut pas qu'elles sautent. Or, les danseuses classiques, on leur dit il faut courir, il faut sauter, et puis il faut faire grand, il faut prendre l'espace. Et ça, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Et je dirais même encore dans des cours où aux petites filles, on leur dit allez, il faut que tu occupes l'espace, plus grand, alors qu'en général, elles n'ont pas beaucoup d'espace. Parce que, comme l'ont montré des études, c'est vrai que les garçons, beaucoup, ils vont jouer dehors, ils font du ballon, ils ont cette prise d'espace naturelle. En fait, ce n'est pas naturel du tout, c'est juste une question d'habitude. Et les filles, beaucoup moins. Donc voilà, donc je ne dis pas que c'est génial et qu'il n'y a pas cette normalisation des corps minces, blancs, etc. Mais je dis d'une part que ce n'est pas rédhibitoire, parce que ça peut changer aussi. On le voit, il y a, le Harlem Dance Theater, c'est quand même un ballet rien qu'avec des noirs. Et puis, il y a d'autres ouvertures. Voilà. Très bien. On se projette beaucoup sur les États-Unis. On prend beaucoup les États-Unis comme pays de comparaison sur est-ce que nous, en France, on serait avancés ou est-ce que les revendications antiracistes, féministes, etc. aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon de manière générale seraient un peu plus poussées qu'en France. Est-ce que c'est vraiment le cas, selon vous? Parce que, par exemple, Sandra, toi, tu as vécu à New York. Mm-hmm. Est-ce qu'on est si en retard par rapport au monde anglo-saxon et aux États-Unis? C'est pas qu'on est en retard ici. Le problème, c'est que c'est hypocrite ici. En même temps, vous faites la même chose que les États-Unis. La seule différence qu'avec les États-Unis, c'est que déjà ici, on n'accepte pas l'histoire. On accepte que l'histoire qui est jolie. Celle qui n'est pas jolie, on n'en veut pas. On ne dit pas d'où sort l'argent. On ne dit pas d'où sortent les gens. On efface les gens directement. Ça, c'est vraiment ici. En plus, on est dans un coin élitiste. Alors, pour le ballet, pour avoir travaillé à l'opéra, hypocrite et raciste. L'opéra de Paris? Paris, oui. Où j'ai entendu que le classique n'est pas fait pour les corps noirs. Je l'ai entendu. Voilà, qu'on a trop de fesses, on est trop musclé. Mais pourtant, ce qui marche plus que vous, le ballet de Cuba marche plus que vous. Vous ne vendez pas, vous. Donc, à un moment aussi, je pense qu'il faudrait aussi arrêter de se regarder le nombril, peut-être voir autour et arrêter de pointer les États-Unis quand on peut se pointer soi-même. Parce que la seule différence qu'il y a, c'est que l'esclavage n'était peut-être pas sur le sol métropolitain, mais il a existé parce que les gens ne l'ont pas vu dans leur espace, donc ils disent que ça n'existe pas. L'argent qui est ici n'est pas de l'argent qui provient jusqu'à aujourd'hui, c'est encore là sur notre dos. Mais chaque fois qu'on dit quelque chose, on se plaint. On ne se plaint pas, on vous donne juste un fait. On ne se plaint pas. Je ne me plains pas. Je dis tout de suite, je ne me plains pas. Je dis juste un fait. Mais quand vous dites ça, c'est tout de suite, les gens ont l'impression que vous les attaquez. Mais on ne vous attaque pas. On vous dit juste, vous avez fait ça. Ce n'est pas qu'une histoire de noir, c'est une histoire de blanc et de noir. Ce n'est pas qu'un seul coin. Donc il faudrait peut-être aussi, à un moment, je pense que
Si on arrive à accepter notre histoire comme elle est et qu'on arrive, parce que c'est un travail qu'ils ont réussi à faire aux États-Unis, qu'on n'a pas réussi encore à faire, enfin, qu'on a fait mais qui n'a pas été médiatisé, puisque nous, là, pour ce qui est des Noirs, on a fait quand même une révolution dans les écrits qui sont étudiés aux États-Unis, qui ne sont pas étudiés ici. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de représentation ici, ben forcément, quand vous effacez tout, il n'y aura pas de représentation noire. Personne ne peut s'identifier à qui que ce soit, puisque quand on vous dit Aimé Césaire, Léon contre Damas, quand on vous dit Franz Fanon, on a écrit tout ça, ce genre de truc, avant que ce genre de truc arrive aux États-Unis, on avait déjà écrit. Ce sont des choses qu'ils étudient là-bas, qu'on n'étudie pas ici. Tout simplement, en étudiant ça, c'est comme ça que vous enlevez la fierté aux gens. Ils ne peuvent pas se construire s'il n'y a pas de fierté. Ils ne peuvent pas se construire et avoir des représentations si eux-mêmes ne sont pas fiers d'eux. Parce que je dis tout le temps, la résilience, c'est pour un temps. Après, il faut aussi profiter du moment. On ne peut pas être résilient tout le temps. On ne peut pas être tout le temps en création, puisqu'à la fin, vous allez vous épuiser. Vous ne pouvez pas tout le temps être comme ça. Vous nous prenez tout, de la musique à la danse et même le corps. Les idées, les livres, tout. On est spolié de tout. Même nos corps ne nous appartiennent pas. Notre corps n'est même pas beau sur nous alors qu'on est né comme ça. Vous arrivez sur une table de chirurgie, vous vous refaites faire comme nous. Vous êtes belle, nous on est moche envers vous. Après, vous nous reprochez les perruques. Oui, parce que si quand on va au boulot avec nos propres cheveux, vous nous reprochez d'avoir nos cheveux sur la tête. Donc il faut les cacher. Il faut savoir ce que vous voulez à un moment. La mère, oui. Et en plus, je voulais juste savoir pourquoi la comparaison est faite entre France et États-Unis. S'il y a, par exemple, le Brésil, voilà. L'Amérique du Sud, Afrique et Japon, mais peut-être c'est parce que... Bon, là, non. Là, je reste dans l'Amérique du Sud ou dans l'Afrique, par exemple. Pourquoi ne pas faire de comparaison avec ces pays-là? Peut-être c'est parce que l'économie, elle n'est pas suffisante. C'est un problème économique plutôt que de savoir. Et tu peux nous dire si, selon toi, en tout cas au Brésil, les mouvements dits marginaux en danse auraient plus de Je ne sais place. pas, le Brésil est déjà marginal. Il n'a pas l'élite, elle n'a pas beaucoup à dire au Brésil. Elle a juste esclavisé, ça existe. Esclavagisé. Tuer les indigènes, elle a détruit, elle essaye de détruire la communauté gay, la communauté lesbienne, trans. Les trans, ils sont compliqués parce qu'ils meurent beaucoup, oui, il y a beaucoup au Brésil. Mais en même temps, c'est là qui surgissent aussi beaucoup de savoir. Pour moi, c'est intéressant, par exemple, que l'élite, elle aime faire des travaux artistiques avec ces gens qui disent qu'ils sont marginaux. En fait, dans la danse en France, par exemple, je vois qu'il s'est beaucoup programmé des gens blancs qui font des spectacles avec la favela, avec les gens trans, avec le corps noir. Et tu vas voir les chorégraphes, ils sont tous blancs. Mais pourquoi vous ne programmez pas en France quelqu'un qui vient de la favela, un corps trans qui fait son propre travail, un corps gay qui fait son propre travail, et les blancs qui fait son travail entre ses amis de l'élite, élitiste. Je ne comprends pas. Ça, il faut passer toujours par quelqu'un. Renata Carvalho, que tu as dit, elle a fait son travail que j'aime beaucoup. C'est le manifeste transphage, mais c'est aussi un travail qui est dirigé par un homme blanc, gay aussi, qu'on aime bien, elle aime bien aussi, on aime tous cette personne-là, mais voilà, je connais pas mal d'artistes qui ne vont jamais rentrer en France. C'est dommage, vous ne connaissez pas encore le Brésil.
Tine, tu as quelque chose à ajouter peut-être? Je veux juste rajouter, on a toujours besoin d'une validation. On a besoin d'être validé par personne quand vous prenez notre art à nous. On n'a pas besoin d'être validé par vous, en fait, puisqu'on se valide déjà. On a déjà des choses qui sont, on va dire, structurées. En fait, c'est juste que vous n'acceptez pas une structure qui n'est pas la vôtre. Ils la comprennent pas. Voilà, et que vous ne la comprenez pas. Mais l'année prochaine, c'est l'année de Brésil en France. Oui. Vous croyez que vous allez voir le Brésil ici? D'accord. Moi, je voulais rebondir un peu sur cette histoire d'hypocrisie, surtout dans l'art. Et ça rejoint en fait ce que tu dénonces, ce qui se passe au Brésil, c'est ce qui se passe ici. Des fois, on se demande pourquoi on est bouqué, pourquoi il y a ces coches à causer, ces cases à cocher, pardon, on y arrive, pour justement avoir cette conscience. Et le truc, c'est qu'au lieu de se poser les questions de pourquoi c'est comme ça, en fait, on va essayer de mettre un pansement sur une grosse plaie ouverte en disant bah, vas-y, on va mettre un spectacle de corps noirs ici et ça va faire l'affaire. Mais en fait, non, pas du tout. Et donc, ouais, je voulais revenir sur ce truc d'hypocrisie qui fait qu'on a... Déjà, il n'y a pas de comparaison à faire entre les États-Unis et la France parce qu'on est des peuples complètement différents. On vient d'Afrique, mais on n'a pas du tout la même histoire. Donc, en fait, il y a aussi une colonisation et une ségrégation qui a été faite totalement différemment. Donc ici, on a subi la colonisation par assimilation. C'est pour ça qu'on s'oublie, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très problématique en fait, de se reconstruire et de revoir en fait, quel était le système noir, parce qu'en fait, pour nous, il n'existe pas. Alors que les Américains, ils ont vécu de leur côté, donc les Noirs, ils savaient que, de toute façon, je suis moi-même, je me fais tuer dans la rue, enfin, c'est carré, c'est direct en fait. Du coup, ils étaient obligés de se créer un système et de se renforcer par rapport à ça, parce qu'en fait, ils n'allaient jamais rentrer dans le système blanc. Ici, l'hypocrisie, elle est telle qu'on te fait croire que tu peux rentrer dans le système blanc. Et on te rappelle chaque jour que tu es noir, mais on te fait croire que t'inquiète, tu n'es pas trop noir. Et donc, c'est ce truc aussi qui fait qu'on ne peut pas vraiment avancer. Et donc, s'il y a une comparaison à faire, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette hypocrisie, comme l'a dit la Sandra. Mais il n'y a pas de comparaison à faire, selon moi. On a chacun son histoire. Et la généralité aussi peut faire beaucoup de mal. Ça veut dire que oui, c'est bien d'avoir un système. On a une histoire commune. Oui, il y a une culture afro, mais la généralité peut faire beaucoup de mal. Ça veut dire que les Noirs, les Africains qui sont latinos, enfin qui habitent en Amérique latine, ils ont une autre histoire et ils ont un combat différent que le nôtre, qui est issu de la diaspora européenne, française, qui est différent des gens qui sont sur le continent africain. Donc on ne peut pas parler au nom de tous et on ne peut pas du coup comparer les combats. En fait, ouais, ce que tu disais, pardon, pas ouais, oui. C'est plutôt, en fait, il y a une diversité ici, enfin, qu'il n'y a pas aux États-Unis, en fait, puisque vous avez des gens qui sortent qui sont d'une diaspora directement du continent africain, mais pas que d'un seul pays. Donc, culturellement parlant, ici, il y en a plus. Il y a plus de choses, il y a plus de diversité, mais c'est encore plus complexe, puisque même les questions d'appartenance ne seront pas les mêmes non plus. Donc même nous, entre nous, il faut qu'on arrive déjà à se comprendre et qu'on ait même un combat commun, entre guillemets, mais il ne sera jamais commun, puisque par exemple, ce que nous, on ne pourra pas ressentir pour la colonisation, on ne sait pas ce que ça fait que d'avoir de sentir quelqu'un qui vient de à côté, là-bas, loin, qui arrive chez vous pour vous contrôler chez vous. On ne saura jamais ce que ça sent. Parce que nous, on est nés dans un contexte qui est complètement différent, où on a déjà été opprimés, on a déjà été lavé au niveau du cerveau, donc les gens ils arrivent, c'est normal. Alors que de l'autre côté, ce n'est pas du tout, puisque même des traditions qui sont séculaires, même disparaissent au profit de quelque chose d'européen. Donc du coup, même là, on a ce problème-là. Et en plus, même quand on va se mettre ensemble, on va nous accuser de communautarisme. Donc même ça, on ne peut pas le faire non plus. Et tout à l'heure, tu parlais de ton expérience à l'Opéra de Paris, mais tu as aussi collaboré avec le Centre national de la danse ou alors le Ballet national de Marseille. Très concrètement, c'était quoi ton champ d'action et ta liberté dans ces institutions qui sont très institutionnelles, justement? La différence, c'est que moi, je n'ai pas été les chercher, ils sont venus me chercher.
Donc du coup, je fais ce que je veux. Donc voilà, j'ai une liberté qui me permet de faire ce que je veux en termes de chorégraphie et tout ça parce qu'on est venu me chercher et je ne suis pas allé demander. J'aurais été demandé, là je me prends toute une palette de règles. Et la différence. Pourquoi? Parce que moi, avec par exemple ma sœur Nikki Gorgeous-Gucci, on a créé la Ballroom, qui est une institution et qui est aussi un tremplin. Mais on n'a pas besoin d'autres personnes puisque ce qu'on a créé rayonne déjà. Donc nous, on a aussi cette fierté. Ce n'est pas de l'arrogance ni quoi que ce soit. Et même si c'est pas de l'arrogance, oh well. Mais c'est pas ça. C'est juste être fier de soi et être fier de ce que vous avez créé. On a le droit. Si vous avez le droit, nous aussi, on a le droit de le faire. Donc, j'ai mon champ d'action n'est peut-être pas le même que si on serait venu me demander. Donc, du coup, là, je peux parler de ce que j'ai envie. Voilà. Aussi, une fois, on a essayé de me restreindre aussi, puisque j'avais fait quelque chose pour le musée du Quai Branly, où, quand je suis arrivé, on m'a dit « Oui, d'accord, mais vous ne parlez pas des œuvres. » Ah oui. Ah. Des œuvres qui gênent. Donc, qui ont été volées. Ben, c'est le premier truc que j'ai fait. Voilà. C'est pas grave. On ne m'interdit pas de faire quelque chose. Et surtout que si je vois qu'il y a quand même... C'est vrai que je n'avais jamais été au musée du Quai Branly, c'était la première fois. Donc j'arrive et je vois... En fait, je dis, mais... Ouais, c'est bizarre un peu qu'il y ait que ça, en fait. Et après, oui. Après, les mots peuvent être trop durs, mais ce n'est que mon avis. Tout le monde ne pense pas comme moi. Parce que, du coup, ça m'a donné une autre vision du musée qui est un peu plus noire. Parce que j'ai l'impression maintenant que le musée, à cause de ça, de cette expérience que j'ai eue, sont des maisons de recel. J'ai même l'impression de ça. Puisque même qu'on va prendre des objets et on peut même se permettre de réécrire l'histoire de l'objet. Ça m'a donné cette impression-là, puisqu'il y a des objets que, même si je ne suis pas issu directement d'Afrique, mais mes ancêtres sont africains. Donc il y a quand même un savoir qui est resté quand même chez nous. Il y a des trucs où on reconnaît. On ne les connaît pas foncièrement, mais on reconnaît. Et on voit que ce n'est pas du tout la description qui est là. Donc même là, on se dit, ah ouais, quand même, c'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas que je parle de ça. Et après, parce que je n'étais même pas au courant au départ, parce que c'était au début où ce débat de restitution faisait... restitution des œuvres. Des œuvres commençait, donc ouais. Du coup, je n'étais même pas forcément au courant, puisque comme je vous dis, quand on arrive, on n'est pas forcément politisé dans des espaces. On arrive et c'est... Parfois, les gens vous mettent dans un truc politique, alors que vous n'êtes pas forcément dedans au départ. Et oui. Je ne sais pas si ça fait partie de tout ça, mais ça me fait réfléchir aussi surtout sur le Brésil, la question de l'apparence, par exemple. Ça rentre ici en France, ce qui peut être reconnu comme le Brésil aussi. Je ne sais pas si ça se passe avec l'Afrique aussi. Parce que c'est... Par exemple, moi je ne peux pas être un Brésilien. Je suis blanc, je suis grand, j'ai les yeux verts. Je m'appelle Wagner Schwartz. Alors, c'est-à-dire que c'est foutu. Je ne veux pas présenter des spectacles ici parce que les spectacles qui viennent des pays, surtout colonisés en France, il faut qu'ils représentent le fantasme, ce qu'ils projettent sur l'autre. Par exemple, les spectacles, les chorégraphes français arrivent au Brésil, on leur demande jamais la franchisée de ces spectacles-là. Mais quand les Brésiliens arrivent en France, il faut qu'ils représentent cette brasilianité. Il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on puisse toucher quelque chose qui n'existe pas ici. Give me something new. De l'exotisme, quoi. Oui, c'est ça. Alors, il faut toujours chercher quelque chose qui, et surtout encore, qui peut, comme d'habitude, faire plaisir à quelqu'un qui est paresseux de la géographie mondiale et en plus qui est paresseux
de l'art, parce que si nous sommes dans le milieu de l'art, la géographie doit disparaître. Parce que là, nous sommes ici dans un plateau noir, on n'est pas dans un cadre où on peut... Ce que je veux dire, c'est que les plateaux, les théâtres, il est déjà effacé les maps. Alors pourquoi importer au plateau une map qui peut encore créer des divisions entre les continents, entre les pays, entre les gens? Je ne comprends pas. C'est ça, c'est le lieu, c'est l'espace, on dit noir, neutre, on peut tout jouer ce qui nous affecte, encore affecté pour des voix, des histoires, de la musique, du mouvement. Pourquoi il faut ici représenter un concept qui peut toujours être questionné, problématisé, comme celui de géographique, géopolitique et économique. Pour en revenir aux espaces plus institutionnels, est-ce que vous pensez que tous les corps dits minorisés doivent investir absolument et prendre le plus de place possible dans ces espaces-là, ou est-ce qu'ils doivent rester dans des espaces un peu plus dits marginaux, ou est-ce que c'est un peu des deux, Tine, par exemple? On peut dire un peu des deux, mais il y a des raisons assez claires pour ça. Moi, pour avoir travaillé avec Bitoun Dembélé et Clément Cogitor sur le projet des Indes galantes à l'Opéra Bastille, c'est assez complexe. Ça veut dire que faut savoir pourquoi tu investis le lieu. En fait, il faut savoir c'est quoi le but d'investir ce lieu. Parce que moi, c'est un projet qui a duré 2 ans. Et franchement, du coup, moi, je suis née à Paris. Et c'est la première fois que je voyais vraiment que j'étais confrontée au racisme. J'ai été confrontée au racisme à l'âge de 30 ans. Donc, pour dire que ça a mis du temps, mais c'était là, juste à Bastille, tu vois. Et ce truc de... En fait, pourquoi tu veux l'investir? Qu'est-ce que tu veux raconter? Quelle est ta place? Enfin, c'est vraiment cette question-là. Moi, personnellement, à chaque fois, on me posait la question, alors, qu'est-ce que ça fait de danser à l'opéra? Enfin, moi, je suis née en France. Enfin, j'habite à Paris, enfin, tout va bien. Donc, c'est pas quelque chose qui va changer ma vie. Et c'est pas quelque chose où je me dis, bah, merci, je danse à l'opéra, maintenant, je suis valorisée en tant que personne, en tant qu'artiste, et je suis acceptée en tant que femme noire. Pas du tout. Donc, c'est quoi? Pourquoi on devrait investir ces endroits-là? Cette question, en fait, elle est toujours tricky. Mais en même temps, de l'autre côté, bien sûr, on a besoin d'espace. Alors, il y a des gens qui ont des choses à dire. Les personnes, que ce soit des femmes, les personnes racisées, des minorités ont des choses à dire. Et oui, en fait, donner des espaces. Et c'est pas forcément l'opéra, mais ouvrez en fait, le champ des possibles pour tout le monde, en fait. Et ça passe ne serait-ce que dans les appels à projets. Et je rejoins un peu ce que Wagner a dit, c'est que du coup, on va accepter des projets qui sont, comment on dit ça, exotisés ou folklorisés. Donc en fait, si par exemple tu es noir, mais que tu réponds vraiment à une identité artistique que l'on croit être noire, là par contre, tu peux investir l'espace parce que ça va pouvoir contenter un public certain. Donc voilà, il y a un peu de dissonance dans ma réponse, mais voilà, je ne sais pas si c'est clair, c'est ce que je pense. Très clair. Okay. Sandra? Moi, je trouve que oui et non. Alors oui, il faut, mais ça dépendra des gens en fait. Ça dépendra de tout un chacun, et parce que tout le monde n'a pas forcément l'accès maintenant, voilà et tout. Mais pour moi, c'est aussi important d'investir les lieux dits institutionnels et tout. J'ai pas d'équivalent là en tête pour en France, mais par exemple, si Alvin Ailey n'avait pas fait ce qu'il avait fait, là, c'est comme maintenant c'est devenu l'une des meilleures compagnies, l'une des meilleures écoles. Ben, je pense qu'ici, on peut avoir quelque chose, alors pas la même chose, mais quelque chose qui pourrait rentrer
voilà, et qui nous ressembleraient aussi, et que tout le monde, voilà, qu'on se trouve, parce que la France, quand on le veut ou non, c'est multiculturel, donc c'est pas, voilà, et cette manière, c'est tout le temps d'effacer les choses. Je pense que si chacun vient et donne un peu dans une espèce de modernité, je pense que si aussi ça ouvre un peu le possible. Et ça donne moins de choses fermées. Puis je pense que ça donnerait moins de frustration aussi aux gens. Voilà. Comme ça, on serait plus sur quelque chose. Je ne dis pas d'égalitaire, parce que je pense que l'égalité, il y aura toujours quelque chose d'inégal quelque part. Mais je pense que ce sera déjà beaucoup plus valorisant pour les gens qui ne sont pas valorisés, mais aussi des gens qui sont soi-disant valorisés, et pour apprendre beaucoup de choses de ceux qui ne sont pas valorisés, en fait. Parce que ceux qui n'ont pas beaucoup de choses créent. Le reste, là-haut, là, ça ne crée plus. Ils ont besoin justement de dehors pour créer. Parce que ça ne crée plus. C'est fermé. Comme on a tellement écrit les choses, tellement fermé les choses, ça ne se crée plus. Il n'y a plus rien qui sort. Même le désert, il y a même plus d'animaux dans le désert que chez eux. Hélène, est-ce que dans tes recherches, tu observes un changement, justement, sur ce point-là? Un changement à quel niveau? Sur les institutions? Voilà, oui. C'est difficile à dire. Oui, ça bouge parce que c'est obligé de bouger, et pas dans toutes les institutions. C'est difficile de faire une espèce de généralité, mais c'est vrai. Hein? On est là, ça change. Ben voilà, il y a des lieux où ça change, où c'est des questions qui interviennent. Mais je pense que justement, la question, c'est pas tant aux artistes qu'il faut la poser, est-ce qu'il faut aller ou pas aller, mais c'est plutôt aux lieux, les lieux qui doivent donner la possibilité aux artistes d'y aller ou pas, en fonction de... Voilà, il faut que ce soit ouvert, et c'est ça qui est important. Et ce que tu disais, c'est vrai que ça s'observe aussi en art plastique, et ce côté, cette espèce d'injonction qui parfois provient d'un... Voilà, il faut que, si on vient d'Afrique, même si c'est il y a 3 générations, il faut représenter l'africanité, alors qu'on ne demandera pas à quelqu'un qui vient de Bretagne de représenter la bretanité. Et donc, il y a parfois, sous couvert de valoriser quelque chose, un 2 poids 2 mesures qui ne va pas du tout. Et qu'on peut venir d'Afrique et pas du tout avoir envie de représenter ou de se servir de ses origines, parce que voilà, c'est un choix. Et ça, on le voit vraiment très, très fréquemment, effectivement. Et je dirais que là, il y a vraiment un nœud à faire tomber pour que tout le monde fasse de l'art contemporain. C'est donc le mot de la fin. Merci à vous 4 pour vos réponses. Je propose qu'on les applaudisse. Alors, maintenant, il y a un temps pour des questions. Donc, il y a 2 micros qui vont circuler dans la salle. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Bon, généralement, il faut... Ah, très bien. Bonjour. J'aimerais bien que vous nous donniez votre avis sur un truc qui se passe en ce moment, à savoir que l'État a décidé de mettre en place un diplôme d'État de danse hip-hop et 3 petits points. On peut supposer que d'autres danses risquent de rentrer dans ce diplôme, et j'aimerais bien avoir un peu votre avis sur tout ça. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas du tout pour. Hein. Pas du tout, parce que déjà, c'est encore une fois dévaloriser quelque chose qui a été créé dans un contexte particulier et de vouloir l'uniformiser à certaines règles qu'ils veulent. Non. Et en fait, c'est aussi ne pas respecter quelque chose qui a été créé aussi. Et de vouloir apposer absolument des règles, des normes qui ne sont pas les normes de cette culture. Cette culture arrive pour une certaine raison. Elle a certains codes. Pourquoi vouloir changer ces codes et les uniformiser? Puisque si cette culture n'était pas inclusive, vous ne l'auriez jamais fait. Et c'est parce qu'on est des bonnes poires. On vous laisse bien rentrer chez nous. Après, vous venez, vous videz le frigo. C'est ça le problème. Et c'est ça, c'est ne pas reconnaître aussi
la hiérarchisation de quelque chose, parce que comme ça ne vous ressemble pas, vous pensez que c'est un carnaval. C'est pas un carnaval, en fait. Et même le carnaval, il y a des règles. On ne vient pas n'importe comment. Moi, je rejoins la Sandra, je suis contre totalement, mais je pense par contre qu'ils savent la puissance de la culture. Justement, c'est pour ça c'est pour ça que c'est intéressant de l'asseoir. Au contraire, je pense qu'ils voient à quel point, du coup, il y a une puissance derrière cette culture, en parlant de la culture hip-hop, la culture underground en général, avec toutes ces sous-cultures. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de la contrôler. Il y a une question économique derrière. Oui, surtout ça. Donc, là, dès que ça rapporte de l'argent, on va mettre son nez dedans, et puis après, on va dire que ils font mal les choses, on va mieux les gérer qu'eux. Donc moi, je suis totalement contre. J'espère que ça ne va pas passer, mais bon, voilà. C'est encore autre chose. C'est passé, mais il y a des dérogations. Bref. Et oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, on marche sur la tête. C'est que cette culture, elle est née justement parce qu'on voulait s'extirper d'un système qui nous oppressait. Et là, on revient avec ce système qui... Non, on ne va pas faire ça du tout. Non, ce même système vient. Oui, pour carrément récupérer le truc qui est créé. On marche sur la tête. Donc c'est pas possible, selon moi. Et oui, pour mettre l'accent aussi sur l'aspect économique, c'est nous qui faisons vendre. Parce que là où je reviens, là où je reviens sur justement le ballet, on n'a pas accès. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Non seulement ça coûte cher, on ne veut pas de nous, mais en plus ça coûte cher. C'est-à-dire que pour acheter des chaussons de danse, acheter un juste au corps, ensuite emmener le cours lui-même aussi, ne coûte pas, voilà, ça coûte une blinde pour les parents. Alors si vous avez 3-4 gosses, merci. Alors que quand vous allez dans des cultures qui vous ressemblent déjà plus, mais qui vont d'un truc et qui sont déjà inclusives, où on vous emmène et on vous apprend quelque chose, parce qu'on n'apprend pas que la danse dans ça, on apprend aussi la discipline, on apprend aussi le respect, on apprend plein de choses dans ça aussi. Et on apprend la rigueur aussi, de la même façon qu'on apprend la rigueur dans un cours de classique ou autre chose. On apprend tout ça même dans ce que vous appelez la street. On apprend ça aussi. On apprend le respect, on apprend tout ce genre de choses. Et là, on n'a pas accès, c'est vraiment le système économique. Parce que quand on regarde, je le disais tout à l'heure, vous ne vendez plus. Donc, du coup, nous, on vend musicalement parlant, puisque tout, voilà. Au niveau du langage, puisque c'est ce langage, la pauvre dame, la pauvre se fait attaquer parce qu'elle ne chante pas du Edith Piaf. Mais en fait, elle chante comme les gens parlent dans la rue. Donc, en même temps, voilà. Et vous ne reconnaissez pas non seulement vous ne reconnaissez pas ça, plus le talent que vous ne reconnaissez pas, parce que même le talent, vous allez l'effacer des gens. Donc, à un moment, oui, après, il ne faut pas s'étonner que les gens ne veulent pas avoir quelque chose à faire avec tout ce... Dès qu'ils vont entendre État, ils vont se dire... Et dès qu'ils vont dire aide de l'État, ils vont se dire encore une entourloupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a du temps, hein. On a prévu du temps pour les questions, donc ne soyez pas timides. Moi, j'ai une question en rab, du coup. Est-ce que vous pensez que les revendications féministes, décoloniales, etc., sur scène, vous pensez que c'est une mode? Ou alors, est-ce que c'est là pour rester, en tout cas, une mode portée par les instances un peu plus, traditionnelles? Je ne pense pas que ce soit une mode. Je pense que ça a déjà toujours été là, en fait. Et je pense que la danse, le monde du spectacle en lui-même est déjà, c'est un média aussi. Donc, c'est vecteur de plein de choses. Donc, oui. Et je dis le monde du spectacle, de l'art même, tout simplement. Est là et donne accès aux revendications, donne aussi aux gens la possibilité de parler de choses dans lesquelles on ne parlerait pas, ou qui seraient peut-être effacées, ou voilà. La lutte des femmes aussi est passée par l'art aussi. C'est pas juste dans la rue, il y a aussi l'art, plein de choses. L'art aussi engendre plein de mouvements. Donc je pense pas que ce soit une mode, puisque je pense qu'on a quand même besoin aussi. On a quand même besoin de se faire rappeler les choses aussi. Parce que parfois, on pense qu'on a acquis oui, on a eu des droits, on a acquis certaines choses, mais le combat n'est toujours pas gagné. On a encore plein de choses sur lesquelles il faut avancer. C'est intéressant
les ballets ou les danses plus confirmées n'étaient jamais... cette doute n'était jamais là, si c'était une mode ou pas. Mais quand on parle de corps gays, trans, ou des luttes de diverses... des luttes artistiques, je veux dire, ça se pose toujours la question si c'est une mode ou si ce n'est pas une mode. Quelque chose à ajouter de ce côté? Non. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, du coup, pour rebondir ce que vous disiez, est-ce que c'est bien ou pas qu'une culture marginale devienne mainstream? Enfin, comment se positionner, du coup? Parce que si elle devient mainstream, elle va potentiellement perdre de son esprit de contestation, elle peut être investie par l'extrême droite, par exemple. Enfin, du coup, comment on se positionne par rapport à ça et quel est votre avis? Alors, moi, le mainstream, j'ai pas de problème avec le mainstream, tant qu'on est au contrôle de sa propre création. Si c'est repris et qu'on n'est pas au contrôle de sa propre création, là, j'aurai un souci. Parce que là, on est au niveau du... Si on prend le hip-hop, créé par des Noirs, voilà, qui se retrouvent justement dans le mainstream, vendu, qui fait partie des choses les plus vendues, voilà, qui génère beaucoup d'argent. Et le hip-hop, quand je dis le hip-hop, ce n'est pas que la danse, c'est la musique, les codes vestimentaires, c'est le code du langage aussi. Tout ça est vendu, mais n'est pas forcément, ne sont pas forcément tributaires de l'argent généré. Ce sont des grosses compagnies blanches qui justement font de l'argent avec, parce que les artistes, oui, alors c'est-à-dire que le visage reste le même, donc on a l'impression que, mais non, on n'est pas au contrôle de ça. Et donc c'est pour ça que le mainstream, oui, si on a le contrôle. Non, si on n'a pas le contrôle, ça, pour moi, ça revient encore à ce qu'on a en ce moment. Ils font la pluie et le beau temps, en fait. Puisque même dernièrement, vous avez j'ai oublié le nom de la taxe sur le rap, là, qui mettait le rap et l'industrie un peu en porte-à-faux. Mais il y a une nouvelle taxe que l'État a mise sur les rap, puisque c'est ce qui vend, en fait, en ce moment. Donc. Mais s'il y a aussi, je sais pas, mais s'il y a aussi le mainstream, il y a aussi le marginal, alors, étant la télé, il va chez le marginal. Ça ne dépend pas que de l'institution. On a aussi le pouvoir de dire non, je ne veux pas regarder ça. Alors, je ne veux pas, j'imagine, tu as des dizaines d'amis, tu invites tes dizaines d'amis à aller voir quelque chose d'autre. Laisse le mainstream là-bas, toute seule. Je suis tout à fait d'accord avec ce que les choses disent. Je n'ai pas forcément quelque chose à rajouter. Je trouve qu'il n'y a pas d'opposition entre le mainstream et le marginal. C'est vraiment, oui, comme la Sandra dit, il faut être au contrôle de ce que l'on défend, tout simplement. Enfin, moi, personnellement, c'est pas... Tant mieux, au contraire. Quand les gens passent à la télé et qu'ils font ça veut dire qu'ils se travestissent pas, si on peut dire ce mot-là. It's okay. À partir du moment où ça devient quelque chose d'autre, là, c'est un problème. Et c'est pas le problème de la télé ou le problème du média en soi, c'est la personne qui a décidé de changer son discours et ses valeurs par rapport à ça, quoi. Oui. Parce que le danger, en fait, quand on dit, mais quand on n'est pas au contrôle de nos créations, c'est-à-dire que la narrative peut être mise n'importe comment. Et souvent, on est très sexualisé, alors que au départ, ce n'est pas forcément sexuel. Par exemple, je peux dire une bêtise, mais si on prend twerking et tout, c'est pas parce qu'on est là en train de twerker en boîte qu'on a envie de se faire... voilà. Non, en fait, c'est... Voilà. Mais ensuite, tout de suite, sexualiser les mouvements, sexualiser les corps, sexualiser... Et tout devient sexuel. Même pour un shampoing, maintenant, on parle de sexe dans une pub. Comme si un shampoing donnait des orgasmes, franchement. Mais voilà, mais tout le monde... Et maintenant, c'est devenu tellement normal de vendre par le sexe, alors que c'est pas forcément des choses... Et c'est pour ça que c'est important d'être au contrôle de sa propre création. Bonsoir. Je me présente, Pierrette, la présidente de l'association Divine LGBTQIA+. Bravo pour cette conférence.
Nous serons plutôt d'avis avec force Lassandra. Merci pour tes mots. Une question nous est apparue, en fin de compte, là, à l'instant, en discussion avec les camarades. Est-ce qu'il n'y a pas eu une censure par rapport au titre ? Nous avons été mobilisés par le titre « La pensée décoloniale nourrisse la création chorégraphique ». Et là, c'est sur le visuel, en fin de compte, il n'y a plus le titre, c'est « Danse et intersectionnalité ». Est-ce que c'est une... Enfin, non, c'est bien celle-là, parce que nous, on a vu celle-là, publiquement, c'est décolonial. Et donc, il y a peut-être une censure, parce que nous sommes au Théâtre National, peut-être du Palais Chaillot. Je ne sais pas si, en fin de compte, les intervenants pourraient répondre à cette question, mais l'organisation du Théâtre Chaillot, pourquoi il n'y a plus le mot décolonial? Est-ce que c'est une censure? Merci de votre question. Il n'y a évidemment pas du tout de censure, c'est pour une simple question de place sur la mise en page des documents, mais l'intersectionnalité, de toute façon, c'est une, comme l'indique la notion, c'est au croisement de plusieurs luttes, dont les luttes décoloniales. Donc, de notre point de vue, ce n'est absolument pas une censure, ça a été une commodité pour résumer le nom de la rencontre, mais c'est absolument pas une censure. Pardon? Ah non, je vous assure, c'est absolument pas une censure. Après, il faut quand même faire une différenciation entre la pensée décoloniale et l'intersectionnalité. Il y a quand même, voilà. Mais qu'est-ce que l'intersectionnalité? Non, c'est un croisement. C'est un croisement où des luttes se rejoignent. C'est ça l'intersectionnalité. Dont les luttes décoloniales. D'accord, mais il y a quand même une différence. Voilà. Ça inclut. L'intersectionnalité inclut une pluralité de luttes. Je ne peux pas vous dire plus. Et mieux. L'intersectionnalité, c'est comme le disait Kimberly Crenshaw. Attention, l'accent américain, je ne l'ai pas, hein, mais les Outre-mer est proche de l'Amérique. C'est pour ça, du coup, aussi, je pense, le rapport avec l'Amérique, parce que nous avons les dom-toms, notamment la Guadeloupe, la Martinique, qui est proche de l'Amérique. Bon, mais sinon, oui, l'intersectionnalité, eh bien, c'est donc la domination, par la domination sociétale, qu'il y a, en fin de compte, une intersection des discriminations à nos personnes minorisées. Voilà, et bien du mouvement MeToo, hein, aussi, comment dire, la violence des femmes noires en Amérique. Donc, bon, et la pensée décoloniale, par contre, vient de la diaspora, de toute la diaspora qui vivent en dehors de l'Afrique. Donc non, c'est pas du tout la même chose. Après, bon voilà, hein, je reste à dire que c'est une censure, là. L'intersectionnalité, c'est quand même une grille de lecture qui englobe toutes ces questions-là, qui englobent l'intersection des oppressions entre la race, la classe, le genre, l'orientation sexuelle, voilà. Enfin, attrait aux femmes noires dans un premier temps. Comment? Attrait aux femmes noires dans un oui, premier créé temps. par Kimberly Crenshaw. Dans ces intersectionnalités, non, c'est différent que les pensées décoloniales. Les pensées décoloniales, c'est un mouvement politique. Voilà, l'intersectionnalité, c'est un processus de discrimination. Oui, l'intersectionnalité, c'est assez large pour le coup. Mais bon, on n'est pas forcément dans un débat sémantique ce soir. Est-ce qu'il y a Bravo, d'autres Lassandra, questions? quand même. Hein. Force à toi. Bonsoir. Emmanuelle Bibard, ancienne directrice d'une scène régionale en Rhône-Alpes.
Donc on a beaucoup parlé des institutions parisiennes ce soir, que ce soit l'Opéra Bastille, le Théâtre National de Chaillot, voilà, ou autres grandes institutions, l'Opéra où vous avez pu travailler. Mais je voulais savoir si justement vous avez signalé le fait que souvent c'était des hommes blancs cisgenres qui sont ceux qui vous programment, et c'est aussi ce que, en tant que femme, je constate depuis 25 ans de carrière. Et donc, si on voulait changer les choses pour que le paysage français permette justement au public, aux habitants, de voir des performances contemporaines d'artistes du monde entier et qu'on n'assigne pas à leur couleur de peau ou le pays d'où ils viennent, est-ce que vous auriez des idées, ou est-ce que vous-même vous auriez envie du coup d'être programmateur, programmatrice de toutes ces institutions qui existent en France où il y a de l'argent? Voilà, moi par exemple j'habite à Grenoble, la Maison de la Culture de Grenoble, c'est 12 millions d'euros de budget à l'année, donc on peut faire des choses, on peut coproduire, on peut accueillir des artistes audacieux. Voilà, donc ma question c'était comment on peut faire pour que aujourd'hui on ait quelques hommes issus du hip-hop qui dirigent des centres chorégraphiques en France. On a Rachid Ouramdam qui dirige depuis peu le Théâtre National de Chaillot, et voilà, ça nous permet au moins d'avoir un espace où on parle de ces questions-là. Parce que sinon, voilà, moi quand j'essaie d'en parler en dehors, ça crispe forcément la domination blanche qui a le pouvoir aujourd'hui et qui n'a pas très envie de le partager. Donc c'est comment on peut faire pour que des gens différents prennent la possibilité de diriger peut-être ces instances pour que ensuite dans la programmation ça se traduise par autre chose que ce qu'on voit depuis des années dans notre pays. Merci. Oui, la réponse, vous l'avez en fait, c'est vraiment de placer les bonnes personnes à la direction. Et après, il faut faire aussi attention à pourquoi on les place et de ne pas en faire des pantins, bien sûr. Mais après, c'est chacun est responsable aussi de son combat. Mais oui, petit à petit, il y a des hommes qui sont issus de la culture hip-hop qui prennent la direction de CCN. Et ça change. On le voit dans la programmation. Maintenant, il n'y a pas de femmes. Et il n'y a pas de femmes racisées. Il n'y a pas de femmes transgenres. Et donc là, ce serait le next level. Ce serait ça, en fait, d'élire des personnes qui sont porteurs de la culture, des personnes qui sont créatrices, des personnes comme la Sandra, des personnes qui pourraient en fait qui connaissent ce qu'elles ont créé et qui pourraient donner une palette plus large au programme de ces centres-là, quoi. La réponse est là, il faut juste y aller, quoi. Oui, je pense aussi que même de l'autre côté, c'est-à-dire de notre côté, il faudrait peut-être que nous aussi, on voit si c'est possible ou pas. Parce que vu comment c'est fait, on a plutôt l'impression que c'est pas possible d'y aller. Alors, pour les hommes, c'est peut-être plus facile pour eux de prendre un homme. Mais nous, je pense que tout ce qui est femme transgenre ou femme, c'est genre femme tout court, je pense qu'il y a toujours cette vision un peu sexiste. Hein. Parce qu'on sait très bien, on va pas se mentir, on va se mettre à la direction, même physiquement aussi, il ne faut pas qu'on soit trop moche non plus. Voilà. Directrice un peu moche, ça ne marche pas. Mais voilà, donc il faut qu'on soit un petit peu joli, il faut qu'on soit un peu joli à regarder, sinon voilà. Mais c'est un peu, ça reste quand même un monde d'hommes, malheureusement, alors que ça ne devrait pas. Il ne devrait pas y avoir de hommes-femmes. On est dans l'art, et l'art c'est pour tous. Donc il devrait y avoir ce côté où je peux me permettre de demander sans penser qu'il va m'arriver quelque chose après parce que j'aurais demandé, ou qu'on m'aura pris pour une folle cinglée parce qu'elle a osé demander d'être à la direction du truc alors que son CV ne permet pas. Voilà, c'est pour ça que je dis, il y a encore ce truc hypocrite que si vous n'avez pas tant de diplômes ou certains diplômes, mais que quand même dans votre art vous excellez, vous ne pouvez pas aller parce que les gens... Souvent, quand je regarde des directeurs ou des directrices, ce sont des gens, là, tu leur demandes de danser, là, ils ne peuvent pas. Hein.
Lever la jambe, là, ils ne peuvent pas. Mais pointer le pied, ils ne demandent même pas. Donc, c'est pourquoi je me dis parfois, est-ce qu'il faut être danseuse pour comprendre la danse ou est-ce qu'il faut être juste secrétaire ou autre chose? C'est ça aussi, parce que je trouve que parfois, les gens ne sont peut-être pas à la bonne place. Parce que pour moi, il faudrait peut-être connaître aussi le terrain comme pour nous, danseurs, danseuses, chorégraphes, autre chose. Il faut que nous aussi, on apprenne l'administratif. Il n'y a pas de formation pour l'administratif. On apprend toujours sur le tas et quand les impôts nous sont déjà tombés dessus. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, il faut peut-être que je commence à faire quelque chose. Mais au départ, il n'y a pas quelqu'un qui nous propose une formation dans ça ou quelque chose qui pourrait déboucher vers ça. Tout, bien sûr, en respectant les cultures de chacun, sans les mettre sous un format particulier pour ne pas pouvoir forcément les contrôler. Et puis aussi, comme j'ai dit, ça appartient à tout un chacun s'il veut se produire dans un théâtre ou pas. Je voudrais rebondir. C'est vrai que l'art, en fait, c'est assez hybride. Et parfois, comme tu dis, il y a des gens qui ne sont pas à la bonne place. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Il y a des gens qui ont fait des études, qui n'ont jamais été sur un sol de théâtre, et en fait, qui dirigent et qui programment des pièces de théâtre. Et je trouve que ça, c'est, au-delà de parler du genre, au-delà de parler d'où on vient, que ce soit africain ou blanc, caucase, il y a ce truc, cette dimension que je trouve qu'on voit beaucoup en France, dans la mode, dans l'art, dans des métiers où en fait il faut vraiment être sur le terrain pour pouvoir en fait avoir cette légitimité de créativité aussi. Et c'est pas forcément je dois être un bon danseur pour pouvoir être directeur d'un centre de danse, mais d'avoir au moins été sur le terrain, d'avoir aussi cette expérience humaine, de connaître en fait comment un artiste pense. Et ça, je trouve qu'en France il n'y a pas assez. Donc déjà, si on pouvait casser ces cases là de bureaux pratiques de danse, ce serait pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps. Oui, on a encore un peu de temps. Il y en a deux. Oui, merci pour votre table ronde, très intéressante. Je rebondis sur une question qui a été posée sur le fait de guérir par la danse. Vous aviez dit que ce n'était pas forcément quelque chose, vous, qui vous parlez. À votre avis, est-ce que c'est possible et dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a des choses qui permettent plus de guérir à travers la danse ou pas? Alors, je n'ai pas dit que ce n'était pas mon avis. J'ai juste dit que la danse est plus un soulagement au départ, parce que le processus, c'est peut-être quelque chose qui va engendrer votre processus de guérison. Mais la guérison, vous devez la commencer vous-même, puisque c'est intérieur. La danse va peut-être vous donner des clés pour pouvoir trouver votre guérison. Je ne sais pas de quelle guérison vous avez besoin, mais voilà. Si moi j'ai besoin de quelque chose de précis, j'irai voir une personne assez précise. Voilà. La danse va peut-être mettre le doigt sur quelque chose dont j'ai besoin. Ça va me faire du bien à ce moment-là. Et peut-être qu'à un moment, je vais me poser la question, mais pourquoi là, ça me fait du bien? Et peut-être que là, je peux commencer à travailler sur quelque chose. Voilà. Et la danse, oui, deviendra peut-être guérison, un moyen de guérison. Peut-être à ce moment-là, quand je me serais posé la question. Mais toute seule comme ça, je ne pense pas que la danse puisse guérir. Je pense que la danse emmène premièrement un soulagement dans la tête. Et après, par exemple, si c'est pour le voguing, ce n'est pas le voguing seul qui vous emmène une guérison. C'est la communauté, en fait. C'est de se faire sentir apprécié de gens qui vous ressemblent, qui ont un vécu comme le vôtre, de se faire accepter, de se faire guider. Et en plus, par ça, parce que c'est des années, parce que comme j'ai dit, c'est assez hiérarchique, vous avez des statuts, et voilà, qui fait que quand vous travaillez, vous avez Legend, Statement, Star, Icon, Hall of Fame, tout ce genre de choses qui valorisent le travail des années. Et je pense plutôt que la guérison, elle est plutôt dans ça. Mais la danse en elle-même, elle vous fait du bien à ce moment-là. La danse en elle-même peut vous faire vous découvrir. Mais est-ce qu'elle vous guérit? Je ne pense pas. Je pense que c'est au contact de gens, au contact peut-être de la personne qui vous fait découvrir la danse, que vous allez peut-être guérir aussi. Peut-être que les gens qui vous font découvrir, peut-être que les gens qui nous font découvrir
les espaces sont peut-être nos chamans. Il y avait une autre question. Oui, ici. Merci beaucoup. Bonsoir. D'abord, merci pour les intervenants. C'était très intéressant. J'ai loupé un peu le début de la conférence. Du coup, je ne sais pas si cette notion a été parlée ou pas, mais quand on parlait de pensée décoloniale, je ne sais pas si vous avez remarqué que la danse, historiquement, les danses là que vous parlez, elle a beaucoup changé à cause de la colonisation ou pas. Je parle par exemple de mon cas, je suis vietnamienne, et en fait au Vietnam, il y a soit la danse traditionnelle, soit les danses contemporaines et modernes, actuelles. Par exemple, il y a beaucoup de hip-hop, il y a aussi le voguing et le walking, mais au milieu, avec la colonisation chinoise, japonaise, française et États-Unis, on n'a rien entre les deux. On a soit très traditionnel, soit tout de suite moderne, avec l'arrivée de l'indépendance. Et du coup, je ne sais pas, dans vos recherches sur les danses que vous avez évoquées tout à l'heure, il y a une rupture aussi, ça, à cause de la colonisation ou pas? Moi, j'ai compris ce qu'elle a dit. La rupture, elle n'est pas forcément... moi, je pense que si on recherche, on peut trouver cette jonction. Et bien sûr, au Vietnam, ça a son histoire. Ouais, tout dépend du territoire, vraiment. Et je pense qu'on peut trouver cette jonction quand on s'intéresse vraiment aux danses, mais il y a une multitude de danses, donc il faut savoir à quoi on s'intéresse. Et aujourd'hui, il faut aussi peut-être partir de la danse d'aujourd'hui que tu vois peut-être, enfin, que je te tutoie, que tu vois peut-être qui est contemporaine, et comprendre d'où elle vient. Et en fait, quand tu retraces, tu vois qu'en fait, il y a eu un point de jonction, il n'y a pas eu une coupure nette. Et il y a une compréhension de pourquoi la danse est comme ça aujourd'hui. Et en fait, elle part du traditionnel. Et on voit beaucoup ça dans les danses africaines traditionnelles et dans la culture afro aujourd'hui. Il n'y a pas eu de pont et de séparation, il y a une jonction. Il y a des danses issues de la colonisation, beaucoup de danses qui ont été créées pour se moquer des Blancs et qui, en fait, ensuite ont été reprises par des Blancs, mais qui après ont été repris par des Noirs. Et en fait, c'est en connaissant cette histoire que tu vas voir la jonction, mais il y a rarement une coupure. Les gens ont toujours dansé et ça part toujours... en tout cas dans les danses traditionnelles et patrimoniales, ça part toujours de rituels, mais quand tu fais la recherche, tu reviens vers ça. Et pour la danse que je pratique, si je veux parler de ma danse, je ne peux pas parler des autres danses, la danse walking, il y a eu une rupture effectivement, et ça n'a rien à voir avec la colonisation, c'était plus par rapport au fait que les personnes qui étaient acteurs de cette danse sont morts du sida. Donc du coup, il y a eu une rupture et il y a eu un problème de passation. Et c'est parce qu'après, des personnes qui ont voyagé... d'Europe à Amérique qui ont fait en fait ce pont avec l'histoire, mais il y a toujours moyen de retrouver l'histoire, mais c'est de la recherche encore. Donc voilà. Non, c'est bon. Il y a encore du temps pour une question. Non, c'est bon. Eh ben, merci à vous quatre d'avoir pu témoigner ce soir. C'était vraiment très, très, très merci intéressant. À toi. Merci. Merci à vous aussi, dans le public, d'être venus aussi nombreux. Merci aussi au Théâtre Chaillot pour ce partenariat avec la Déferlante. On est très fiers et très contentes de d'avoir pu mener cette conversation. Je vous rappelle que des magazines sont en vente, d'ailleurs, dans la librairie. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci.